Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour cette deuxième conférence de l'année. On a un planning, un super beau planning là. On a toutes les conférences qui sont programmées, on va communiquer bientôt dessus jusqu'à juin. Et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nathalie. Alors je ne sais pas comment le prononcer, Krajcik, mais je veux pas écorcher le prénom qui est comédienne et qui nous a d'ailleurs été recommandé par quelqu'un de l'université du facteur humain. Donc ça fait plaisir lorsque des personnes de l'université du facteur humain nous disent je connais quelqu'un de formidable. Et donc Nathalie nous propose un atelier conférence, donc un format un peu différent de celui auquel on est habitué. Il va y avoir une partie conférence, une partie où nous, on va pratiquer autour de cette question du pouvoir du récit, du pouvoir du récit pour changer le monde. Qui est une thématique qu'on n'a absolument pas traitée pour le moment dans le cadre de l'université du facteur humain et qui pourtant est en rapport très fort avec le facteur langage. Donc, c'était important pour nous d'en savoir plus là-dessus. Voilà, je vais laisser complètement la parole à Nathalie à partir de maintenant. Vous verrez, il y aura des temps de conférence, il y aura des temps où on sera en sous-groupe, où on s'exercera collectivement pour mieux connaître et mieux appréhender tout ce pouvoir du récit. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Alban, pour ton invitation. Merci à tous d'être là. Je suis très heureuse que vous ayez eu l'envie, l'élan de vous questionner sur cette place du conte et de la parole dans son pouvoir et sa capacité à fabriquer et à dessiner des chemins d'avenir. Alors, je me présente, je suis en fait conteuse et autrice. C'est mon activité principale. Je crée des spectacles pour une audience adulte et une audience jeune public. Ce que j'avais envie de vous partager ce soir, c'est que les histoires sont partout. C'est vraiment cette réalité me touche. Elle est présente à tout moment, tout le long de la journée, dans toutes les histoires qu'on se raconte nous-mêmes, dans celles qu'on raconte autour de nous, mais aussi elle est présente simplement quand on se pose, par le fait qu'on est en quelque sorte constitué d'histoires. On est fait des histoires qu'on s'est racontées soi-même, enfant, et puis celles qu'on nous a racontées, celles qu'on continue de nous raconter. Enfin bref, vous l'aurez compris, les histoires sont partout. Pour commencer, et pour illustrer ça, j'aimerais vous raconter comment les histoires sont arrivées jusqu'à nous. Il y a très longtemps, au commencement du monde, il y avait une araignée à Nancy qui était extrêmement envieuse de posséder toute la sagesse du monde. Et elle avait entendu dire que cette sagesse était détenue dans les histoires du ciel. Alors, elle s'est arrangée par quelques ruses. Elle a réussi à attraper, à ramasser, à voler les histoires, puis à les mettre dans une boîte. Et une fois qu'elle avait sa boîte, elle était vraiment très contente, mais elle a cherché un petit peu partout où est-ce qu'elle pouvait ranger ces histoires et toute cette sagesse. Et alors, évidemment, il y avait un baobab pas loin, ça tombait bien, c'était le plus haut de tous les alentours. Elle s'est dit, c'est parfait, je vais le cacher en haut. Alors, elle a accroché la boîte à son ventre et elle a commencé à grimper. Et comme elle grimpait, en fait, elle n'arrêtait pas ça ballottait, et elle n'arrêtait pas de se taper le ventre et donc de taper la boîte contre le tronc du baobab. Et à un moment, alors que ça commençait à l'agacer prodigieusement, elle entend rire. Et elle se tourne la tête vers le bas et elle voit un enfant, mais qui rit aux éclats. Elle lui dit, mais dis donc, mais pourquoi tu te moques de moi comme ça? Elle dit, mais vraiment, t'es trop bête. Mais non, je suis pas du tout bête. D'ailleurs, je peux te le prouver puisque j'ai avec moi toute la sagesse du monde et toutes les histoires là dans ma boîte. Et alors, c'est encore pire que ce que je croyais. Il part à rire de plus belle. Et je lui dis, mais t'aurais pu le mettre dans ton dos. Et là, elle était tellement fâchée qu'elle a défait la boîte et elle l'a envoyée vers l'enfant. La boîte a rebondi évidemment sur une branche, une autre, et puis hop, elle a éclaté et toutes les histoires et toute la sagesse du monde se sont envolées.
Ces histoires, cette sagesse s'est répandue un peu partout, tranquillement, dans le monde entier, pour arriver jusqu'à nous. Et c'est lentement, tranquillement, que toutes ces histoires se sont déposées en chacun d'entre nous. C'est depuis ce temps-là, dit-on, que chacun d'entre nous détient des histoires et que nous sommes tous un peu des conteurs. Pour revenir à notre monde contemporain. Alors les contes, c'est que pour les enfants évidemment, parce que bon, voilà, c'est Disney, c'est dans le meilleur des cas ou le pire des cas, je ne sais pas trop dans quel sens on doit le dire, alors qu'en réalité, il y a seulement 15% du répertoire mondial de contes qui sont destinés aux enfants. Et le reste, donc 85%, est destiné aux adultes. Les contes, les récits, se sont construits, se sont élaborés dans le fil du temps à partir d'espaces de travail partagés, ensemble, dans des soirées, des temps de rencontre. Et j'ai pas du tout envie de revenir au cliché du conteur à côté du foyer avec sa barbiche, le côté uniquement rural. Parce que les contes se racontaient partout, ils se racontaient sur les bateaux, dans les trains, ça c'est quand les moyens de transport se sont développés, mais le conte a voyagé et surtout habité tous les espaces de vie, de fabrication, de création de l'espèce humaine. Alors, et d'ailleurs, pour ça, je vous renvoie, je le rajouterai, je vous invite à... Il y a un auteur qui est à la fois psychiatre et homme médecine, Cherokee, Lewis Melmadrona, qui a écrit de très belles histoires sur la puissance du conte, la puissance, lui, ce qui l'intéresse, c'est la puissance de guérison, mais pas seulement. On peut tirer d'autres choses de ses écrits. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que voilà, raconter des histoires, ça doit être vraiment puissant pour que ça voyage comme ça dans le temps, dans l'espace, et que ça continue de se régénérer, de se ressourcer. Pourquoi ça fait cet effet-là? Il y a des anthropologues comme Rob Walker et Joshua Glenn qui se sont posé la question à travers un petit processus très simple dans lequel avec lequel, plus exactement, ils ont, à partir de 200 objets, dont la somme des objets faisait un total de $129. Donc, autant vous dire que vous voyez, la valeur initiale de l'objet était faible. Et ça allait depuis une image, une photo, une effigie d'oiseau, une effigie de cheval, toutes sortes d'objets qui représentaient des animaux, des pluches. Ils les ont mis en vente sur eBay et ils n'arrivaient pas à les vendre. Ou ils les vendaient vraiment pour un prix dérisoire. Mais il y a eu seulement quelques offres. Évidemment, ils ont décliné les offres, puisque de toute façon, ces objets étaient voués à une expérience. Et là, pour l'instant, ça n'était pas probant. Et puis, ils ont ajouté, c'était une étape de l'expérience. Et puis, dans la deuxième étape, ils ont demandé à des auteurs, des autrices, d'écrire des histoires, d'inventer des histoires autour de chacun des objets. Ce qui veut dire que telle peluche s'est retrouvée un souvenir de vacances, telle petite effigie de cheval a été un cadeau remis par un grand-oncle, tel autre oiseau est devenu un souvenir offert à des voisins, à des grands amis en guise de mariage, en guise de représentation, de symbole de leur union. Et là, les objets se sont mis à se vendre. Et je vous dis pas ça c'est pas la dimension marketing, on s'en moque totalement ici. Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi ça nous touche. Pourquoi tout d'un coup, un objet qui n'a aucun intérêt en acquiert. Et donc, c'est pas l'objet qui compte. Finalement, c'est l'histoire que l'on vend. Ils ont réussi à vendre parfois des objets. Donc, par exemple, j'ai gardé celui-là qui a été acheté 50 cents, qui est un tout petit oiseau en faïence. Et ils ont réussi à le vendre $52. Bon, voilà, je vous laisse faire la multiplication.
Et ça, uniquement en racontant une histoire, comment les amis à eux ont vu cet objet, d'abord à tel endroit de leur maison, puis ils ont invité une autre personne qui l'a vu, puis il se trouvait que c'était des gens qui aimaient les oiseaux, puis ces gens-là se sont fréquentés. Bref, à la fin, on a une histoire avec, soi-disant, les amis à eux qui sont repartis avec l'oiseau comme cadeau de mariage. Alors moi, je me suis... Parce que nous, quand on est conteur, on se questionne tout le temps. On sait par expérience et par transmission ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est une bonne histoire, c'est-à-dire une histoire qui tient la route, qui a une cohérence interne, qui est logique. Ce qui fonctionne aussi, c'est une histoire sensible, pas racontée à partir d'éléments théoriques, mais racontée à partir de choses très concrètes, très pratiques, avec un vrai décor, des vrais gens, des gens qui ont une vraie densité et qu'on puisse sentir cette densité. Et puis, il y a la façon de la raconter. Et cette façon de la raconter, il faut qu'elle soit vraie, au sens où il faut que l'audience ou le lecteur ait la sensation qu'on ait vraiment été le témoin, qu'on ait été la petite oreille ou l'œil en coin qui a vu se dérouler cette situation ou toute cette histoire. Si ça ne marche, si on ne colle pas, par exemple, à ces 3 premiers critères, l'histoire ne va pas tenir la route, les gens vont se désintéresser, ils vont relâcher leur intention, leur mental va commencer à partir dans des élucubrations, à réfléchir, tiens, pourquoi c'est comme ci, tiens, pourquoi c'est comme ça. Voilà, ça ne marche pas. Je vais rester sur le dernier point et sur la dimension du témoin et de cette parole concrète. Pour qu'on arrive à cet état de parole concrète et de témoin, il faut qu'on ait pour avoir cette sensation plutôt qu'on a vraiment été là, il faut que le narrateur ait une expression vraie. On ne peut pas utiliser les mots d'un autre, par exemple, ou une forme toute faite. Ça va très vite sentir aussi le carton. On ne va pas sentir l'ossature en dessous, il n'y aura pas de chair. Il faut vraiment que le narrateur ou si l'histoire est couchée sur le papier, comme là pour Joshua Glenn et Rob Walker, il faut vraiment qu'on sente que que l'auteur, en quelque sorte, ait mouillé sa chemise. Sinon, ça ne marche pas. Et je vous dis ça parce que tout à l'heure, vous verrez, ça va compter. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire quelques mots sur les différents types d'histoires. Et c'est important parce que, en fait, c'est un vivier, une ressource immense qui est patrimoine mondial de l'humanité et dans lequel tout un chacun peut tout à fait piocher à n'importe quel moment. Et donc, je vais rentrer brièvement dans la typologie des contes. Ces classifications, en fait, elles permettent aux humains de situer à quoi leur servent ces histoires. Il y a les grandes histoires qui nous permettent de savoir d'où on vient, dans quel monde on est. Et ça, c'est toute la partie mythologique et cosmologique. Il y a la partie étiologique qui découle de cette partie-là, qui explique le monde, qui est un peu l'ancêtre de la biologie, des sciences naturelles, de l'ornithologie, des sciences de la vie et de la terre. Et puis, on a les épopées, qui, elles, dans les épopées modernes, on a, et qui prennent des formes de science-fiction, on a des choses comme Star Wars ou Dune, mais il y en a d'autres comme le Kalevala, comme la Bhagavad Gita, voilà, il y a d'autres récits vers lesquels je vous invite à vous tourner. Et dans les épopées, il y a le Mahabharata et l'Odyssée. L'Odyssée et l'Iliade et l'Odyssée, ça tout le monde connaît, puisque c'est le plus proche de nous. On est baigné toujours dans cette culture gréco-latine. En tous les cas, notre culture s'y réfère régulièrement.
Mais il y en a d'autres. Et puis, il y a le conte merveilleux qui, lui, permet de changer d'état, d'accompagner des changements. Souvent, quand on parle du conte merveilleux, on l'aborde comme un conte d'initiation, parce qu'il permet de changer d'état entre l'état d'enfant ou d'adolescent à l'état d'adulte. Moi, j'aime bien dire qu'il permet de changer d'état en règle générale dans la vie, quelles que soient les situations. C'est un peu comme la poésie. La poésie, Jihad Darwish, un conteur que je vous invite à découvrir, quand je lui posais la question, mais écoute, c'est quand même incroyable, comment se fait-il que la poésie soit partout au Liban? Il me disait, mais tu comprends, tu te fâches avec ta femme, tu lis de la poésie. Tu te fâches avec ton voisin, tu lis de la poésie. Tu te fâches avec ton banquier, tu lis de la poésie. Voilà, tu te fâches avec toi-même, tu lis de la poésie. Bien, les contes, c'est un peu la même chose. Et puis, je vais terminer cette petite classification avec les contes facétieux, donc les contes où on rit ensemble. Et c'est important parce que vous allez voir que dans les ingrédients du fait de raconter, d'être dans ce qu'on appelle aujourd'hui, parce qu'on aime bien intégrer des anglicismes dans le storytelling, eh bien, cette dimension est là quand on fait rire, ça fait partie des ingrédients du récit. Et puis, il y a les contes d'avertissement qui sont des contes informatifs. Et puis, il y a les contes de sagesse. Et pour commencer à illustrer un petit peu ces différentes catégories, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui s'appelle Nasreddin. C'est un homme un peu spécial qui souvent donne l'impression d'avoir réponse à toutes les questions et parfois pas du tout. Et voilà qu'un jour, Nasreddin s'en va tirer de l'eau. Il va au puits et quand il regarde dans le fond du puits, tout d'un coup, on était juste après le crépuscule et il voit une image de la lune, comme si elle y était tombée. Et là, il est tellement surpris et choqué de la voir dans le fond du puits qu'il dit mais il faut la sortir de là, c'est pas possible, elle peut pas rester dans le fond. Alors vite, il prend une corde, un crochet, il lance ça dans le fond de l'eau et quand il tire, le crochet se prend dans une pierre. Lui, il tire tout ce qu'il peut et puis la corde cède, il tombe sur le dos. Et là, une fois qu'il est le dos par terre, le nez en l'air, il voit la lune dans le ciel. Et elle se dit, ah, vraiment, Dieu soit lié, loué et remercié. Je me suis donné du mal, mais au moins la lune est retournée à sa place. Alors, peut-être que raconter des histoires, eh bien, c'est un peu faire la même chose. Alors, vous allez me dire, pourquoi se donner autant de mal si la lune n'a pas changé de place? Eh bien, peut-être que c'est pour décaler le regard et pour nous permettre de mieux la voir. Avant d'aller plus loin, je vous propose de faire une expérience. C'est ici que vous allez vous retrouver 2 par 2 en binôme avec un petit questionnaire et je vous propose de prendre 10 minutes chacun pour écouter, questionner l'autre et puis si vous avez terminé un petit peu avant, échanger sur l'expérience que vous venez de faire. Et on en reparle ensuite. Ces 3 questions que vous allez vous poser sont: racontez-nous un moment où on vous a raconté une histoire qui a beaucoup compté pour vous. Comment ça s'est passé? En quoi ça vous a touché positivement? Et en quoi c'est demeuré puissant? Et puis, en quoi cette histoire a eu un impact constructif sur votre vie? Je vous laisse par 2 et je vous retrouve après. Voilà. Alors, quel a été, vous êtes 25 maintenant, est-ce que ça a été une expérience agréable de vous retourner sur un conte important? Voilà. Et finalement, c'est pas compliqué. En fait, on a tous des histoires à portée de main. Euh,
Est-ce que c'était agréable aussi de vous reconnecter à ce que ça vous a apporté? Et est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole pour dire dans quel état ça les a mis? Est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui veulent bien? Eh bien, Hélène. Moi, c'était pas si facile Ah, très parce bien. que en fait, si c'était agréable pour répondre à la question, mais ce qui était agréable, c'est d'être en lien et d'écouter l'histoire que la personne me racontait et d'écouter ce qui l'avait ému. Très bien. Parce que c'est vrai que moi, j'ai un rapport un peu difficile avec l'écrit, on va dire ça comme ça. J'ai découvert très tardivement que j'avais une petite dyslexie compensée. Et du coup, quand on a dit, l'histoire qui a beaucoup compté pour vous, moi, j'ai fait un lien avec mon enfance. J'avais pas forcément envie d'aller sur ça, en fait. Mais c'était intéressant hein, de voir, d'avoir cette analyse-là. Mais du coup, quand on me dit une histoire qui a beaucoup compté sur vous, j'ai pas un nom qui arrive directement, en fait. Donc du coup, et du coup, il y a la personne qui était avec moi, elle n'avait pas non plus mémoire d'une histoire qu'on lui a racontée, mais plutôt de ce qu'elle avait lu. Voilà. Oui, c'est pas gênant. Voilà. Une Non, mais histoire parce qui que a la question, compté. ouais, voilà, Oui, qui qu'on a vous a beaucoup raconté, compté. mais Voilà, qu'on vous a raconté, mais voilà, c'était un auteur qui. Du coup, voilà, c'était intéressant de voir comment on recevait aussi la consigne par rapport à l'écrit, en fait. ouais, ouais. Oui, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans maintenant davantage dans une culture de l'écrit, mais pas partout. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu as noté sur le plaisir d'écouter l'histoire de l'autre et d'être en relation. Et Voilà. et on va revenir à ça. Il y Et a moi, d'autres ça personnes. m'a beaucoup parlé par rapport aux pratiques narratives aussi, voilà. D'accord, Il y a pas mal de conteurs ou de contrices qui se font aussi ça, donc merci. avec plaisir. Je vois pas tout le monde, Alban. Je veux bien que les personnes qui ont levé la main les unes derrière les autres Tu as prennent. levé la main. Merci Hélène. Rémi, tu as levé la main. Alors, sauf si c'était pour applaudir et. Moi, j'étais en binôme avec Elodie et j'ai trouvé ça assez drôle, notre échange. Alors, je ne sais pas si Elodie euh, peut confirmer, mais au début, elle me dit. Enfin, moi, je lui parle de Joseph Campbell et du voyage du héros, qui est un peu. Et bon, elle ne connaissait pas forcément, donc je parle de l'inspiration de George Lucas quand il a écrit Star Wars. Donc, de trouver un parcours du héros, donc d'aller insuffler ça dans le scénario, et ça a rendu ce qui pourrait être un récit un peu banal, finalement, c'est devenu universel. Donc, on a insufflé quelque chose, un truc épique, et Star Wars, c'est devenu un phénomène planétaire, on va dire. Et elle-même, elle est conteuse, et elle savait plus pourquoi elle était conteuse, et c'était super drôle, en fait, parce qu'après l'échange, on s'est coupé au moment le plus, ça montait en puissance. En fait, elle était baignée, en fait, de ça, sans en avoir conscience. Et je me suis dit, c'était hallucinant de se révéler comme ça. Ça s'est coupé au moment où elle était en voyage au Machu Picchu. J'étais là, waouh, waouh, waouh. Et pour elle, en fait, le premier truc, c'était elle n'avait pas de lien entre son métier de conteuse et ce qu'il avait insufflé. Alors que dès qu'elle commençait à en parler, waouh, c'est devenu un truc. J'ai dit, waouh, elle est excellent, quoi. Donc, je trouvais ça intéressant de voir on est des fois baigné dans quelque chose, mais sans le voir, comme si notre propre mythologie, ou nous, héros de notre propre vie, c'est pas forcément facile. Et c'est le regard de l'autre et le récit qui vont transformer notre aventure, ou ce qui nous arrive comme péripétie, en récit et voire en mythologie, légende personnelle, quoi. Voilà ma réflexion. Merci. Merci Rémi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait levé la main pour prendre la parole? Non, alors je continue. Alban, c'est bon? Ok. Alors, dans les deux témoignages que vous nous avez partagés, il y a les deux aspects en fait que je voulais aborder maintenant. C'est la dimension d'une part de la relation à l'autre et d'autre part la dimension émotionnelle. En fait, les humains sont des
sont des animaux, des mammifères relationnels, sociaux, et le langage, c'est un vecteur pour nous de la relation, que ce soit d'ailleurs du langage verbal ou non verbal. Et dans cet échange-là, ce qui joue, c'est l'empathie. Le fait de rentrer d'être en écoute avec un récit nous ramène spontanément dans une dimension d'empathie. On va ressentir, alors bien sûr que souvent on parle des neurones miroirs dans le processus d'écoute. Il y a aussi une dimension parfois de résonance cathartique, mais principalement la dimension émotionnelle et empathique est la plus forte. Parce que quand on raconte une histoire, selon comment elle est ficelée, elle va induire tout de suite des processus mais émotionnels et donc hormonaux. On va se mettre à sécréter de la sérotonine, des endorphines, de l'ocytocine. Selon les histoires, s'il y a plus ou moins de suspense, s'il y a du suspense, on va être très focus et ça va faire monter la dopamine. Voilà, il va y avoir tout un tas d'effets qui sont des effets à la fois spontanés, biologiques et liés au processus d'empathie. Et donc, je reviens à mon truc du début où je vous racontais cette histoire de Rob Walker qui a fait donc cette expérience en anthropologie avec ses 200 histoires pour vendre ses objets. Eh bien, moi, je me demande tout le temps comment nous, finalement, si on parle de nous, parce que là, Rémi, ce que tu as dit, c'est qu'il y a des choses finalement de soi-même qu'on ne voit pas ou avec lesquelles dont on se croit éloigné. Et en fait, quand on commence à se questionner et qu'on est dans la relation, qu'on questionne ça, et si ça devient une histoire, et là finalement c'était une collecte d'histoires, du récit de l'autre sur un sujet donné, ni plus ni moins, eh bien tout de suite il y a quelque chose qui se met en mouvement de très fort aussi pour la personne. Donc dans cette partie-là, la deuxième partie que je vais vous proposer, c'est d'aller expérimenter ça, parce que finalement, c'est quelque chose qu'on reçoit, hein, on lit des histoires, on va au cinéma, et on sait la force du cinéma, puisque si par exemple, par exemple certains films ont fait flamber la pratique de la boxe chez les femmes ou la pratique du kung-fu chez les femmes, d'autres films font flamber certaines ventes parce que on a envie d'avoir une Porsche, ou alors bon, pas forcément une Porsche, mais une montre qui ressemble à celle du héros, parce qu'on a envie de se sentir comme lui finalement. Alors ça semble un peu, ou bien on se met à danser le mambo, parce que dans tel film qui a eu un grand succès avec une actrice vraiment chouette dans laquelle on se reconnaît, eh bien, ou en tout cas on a envie, à laquelle on aspire à la même gaieté ou à la même liberté ou à la même aventure, eh bien, il y avait cet ingrédient de danse. Alors, on va se mettre à pratiquer cette danse, on va avoir un engouement pour cette pratique. Et du coup, moi, je vous propose, plutôt que d'être habituellement que du côté où on reçoit, je vous propose, vous, de fabriquer une histoire dans laquelle vous allez choisir un sujet ou un projet, parce que je pense que vous devez tous avoir un petit projet ou deux sur le feu, ou une envie sur le feu, et je vous propose de l'approcher et d'en faire une histoire, soit en allant du côté de l'exagération, soit en personnifiant, soit en allant du côté de la métaphore. C'est-à-dire que soit vous transposez, je ne sais pas, cette aventure dans le domaine maritime, ou vous prenez, ou comme dans le domaine du jardin, de la cuisine, mais vous rendez ça vraiment
exaltant. Vous faites de votre projet un personnage, le personnage central de cette aventure. Donc, je répète, il y a une situation initiale, un personnage qui est en devenir, c'est votre projet, et vous lui faites vous lui faites un costume attrayant. Et puis, il y a le défi ou la quête. Et puis, il y aura peut-être des aides providentielles sur le chemin, je ne sais pas. C'est vous qui verrez. Peut-être qu'il y aura des répétitions, peut-être qu'il n'y en aura pas. Il n'y en a pas toujours besoin. Parfois, il y en a besoin quand ça permet de mettre l'erreur au rang des possibilités et des nécessités même de l'apprentissage. Et puis, jusqu'à une transformation. Voilà. Donc, pour faire cette expérience, vous allez à nouveau être en duo. Vous allez avoir très peu de temps, vous allez avoir 7 minutes chacun. Donc, la meilleure méthode, en général, c'est vous choisissez un sujet, vous fermez les yeux, l'autre vous écoute et vous pose quelques questions. Dès que votre personnage est en place, vous commencez à raconter son histoire. Et vous ne cherchez pas à maîtriser, ne cherchez pas à être dans le contrôle. Prenez les images qui viennent et brodez avec tout ce qui arrive. Quand vous serez arrivé soit vous arriverez à bon port, au bout de l'histoire, soit vous ne serez pas arrivé au bout avant les 7 minutes, mais vous aurez avancé dans le design de cette histoire. Vous avez fait cette expérience de raconter une histoire à partir d'un projet ou d'une idée ou quelque chose qui vous est arrivé en le personnifiant. Et avant de rentrer dans un retour sur vos expériences, je voudrais vous raconter l'histoire, une aventure qui est arrivée à Nasruddin. Un jour, Nasruddin a emprunté une casserole à son voisin, enfin, plus exactement un gros chaudron. Puis, après s'en être servi, il l'a rendu au voisin, mais il a rajouté dedans une petite casserole. Alors, le voisin lui dit, mais pourquoi tu mets pourquoi cette casserole se trouve dans le chaudron? Alors, Nasruddin prend un air un petit peu embêté, puis il lui dit, écoute, je crois qu'elle a eu un petit pendant la nuit. Ah, d'accord, a dit le voisin. Très bien, il a pris le chaudron, la petite casserole, et puis voilà, ça s'est arrêté là. Puis, quelque temps après cette aventure, Nasruddin est allé de nouveau emprunter le chaudron chez toujours le même voisin. Et puis, il l'utilise, et le voisin, au bout de 5 jours, ne voit pas Nasruddin lui ramener son chaudron. Alors, il ne comprend pas, il s'agace, il attend 2 jours de plus, puis au bout de la semaine, il va carrément le voir, il lui dit, mais dis donc, tu te moques de moi, pourquoi tu ne me ramènes pas mon chaudron, j'en ai besoin. Et là, Nasruddin prend un air complètement désolé, il lui dit, écoute, je suis vraiment embarrassée, en fait, je viens de traverser un deuil parce que ton chaudron est mort. Et donc, c'est la raison pour laquelle je ne te l'ai pas ramené. Et là, le voisin est complètement furibard. Il dit, mais vraiment, tu te moques de moi? Comment veux-tu qu'un chaudron meure? Il lui dit, mais toi, tu as bien accepté qu'il ait fait un petit, c'est donc qu'il peut mourir. Hein. Voilà. Le voisin n'a pas réclamé son chaudron plus avant. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, parfois, en personnifiant un objet ou un projet ou une situation, on peut tirer le fil assez loin. Alors, dites-moi, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole pour partager leur expérience? Alors, Je veux bien pour te remercier. Ouais, vas-y, Fanny. Ce que j'ai remarqué, c'est que… Oui. Comment tu t'appelles? C'est Léa. C'est Léa qui parle, ouais. Yes. Donc déjà, merci beaucoup. Et ce que ça m'a permis de conscientiser, c'est que
c'est important de mettre le problème ou le projet, enfin, de bien caractériser l'objectif ou le problème, ou enfin, en tout cas, qui est un blocage, et non pas mais faire une métaphore d'une situation. Et en fait, moi, ce qui a été assez important là dans l'échange qu'on a pu avoir, c'est ça, c'est le fait qu'au début, j'étais un peu partie avec une métaphore en comparant la réalité avec un conte. Et en fait, c'est l'aventure ou le blocage ou le problème, et c'est la personnification de cet élément qui m'a fait voir les choses complètement différemment. Ok. Et les personnages, en plus, ressources, on va dire, je les appelle comme ça, mais les personnages ressources qui permettent justement d'avancer dans le récit et de trouver des alliés. Le fait de ne pas juste identifier un pouvoir magique, si je pouvais faire ça, d'arriver à la fin, voilà ce que je ferais, mais vraiment de se dire, il y a un personnage, quoi il ressemble, comment tu le caractérises, qu'est-ce qui te permet d'avancer et pourquoi c'est un allié. C'est aidant. Oui, d'une certaine façon, on peut dire que l'expérience que tu as faite, c'est qu'une histoire, c'est de l'action et pas de l'idée. Et ça, c'est très important parce que souvent, quand on part dans les histoires ou quand on veut les construire, les élaborer, on reste sur des idées. Mais là, quand je vous ai… autant dans l'histoire de Nasruddin, pour la lune, pour le chaudron, que dans l'histoire de Anansi, c'est bien de l'action. Il y a des personnages et il se passe quelque chose. Et du coup, ce qui est intéressant, on peut partir d'une métaphore, mais en même temps, c'est important parce que ça donne une base et souvent, c'est un premier élan. Et en même temps, c'est important de faire confiance aux protagonistes de l'histoire. Souvent, on ne leur donne pas assez la parole. On reste dans des idées. Et donc, du coup, on n'a pas de surprise. Alors que si on leur donne la parole, ben, eux-mêmes peuvent nous partager du contenu auquel on ne s'attendait pas. Merci Léa. Fanny, Merci. Tu voulais prendre la parole ? Oui, je veux bien. En fait, j'ai trouvé l'exercice sur le coup extrêmement difficile sur le peu de temps, savoir quel projet prendre, etc. Et je voulais partager que j'ai eu la chance d'être… on est en trinôme et donc j'ai eu la chance de pouvoir partager avec Aloïs et Claire. Et j'ai trouvé ça extrêmement puissant. Au niveau la force du collectif et des apports et de l'imagination, en fait. Une fois que ça se met en route, c'est comme si on pouvait ne pas, en fait, alors que sur le coup, c'était assez plombant. J'ai pas d'idée, je sais pas ce que je vais dire, la pression, voilà. Et en fait, de pouvoir échanger, ça découle. Et c'était, en tout cas, je suis très émue de ce qui s'est passé et j'ai trouvé les échanges très riches. Oh, super, merci. Oui, de faire confiance au mouvement de ce qui émerge, quoi, à l'improvisation. Et ouais. Alors, quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? Ouais, Alban ? je me permets de prendre la parole parce que je me suis retrouvé dans un groupe avec Bénédicte et en lien avec ce que disait Fanny. J'ai trouvé fascinant le moment où Bénédicte a commencé à faire son récit. Tous ses traits de son visage se sont ouverts et elle s'est mise à sourire et il y avait il y a quelque chose de… On a senti les émotions surgir complètement de la personne. Et c'est sans doute ça, enfin c'est ce que tu disais avant, hein, mais la force du récit, c'est de rompre un mur qu'on se façonne et de projeter des désirs, des envies, au travers de cette chose. Et effectivement, l'exercice est extrêmement intéressant, mais même pour parler de choses très difficiles, en fait, d'utiliser le récit comme un support pour projeter ses peurs, ses craintes, mais surtout se donner l'envie de pouvoir les dépasser. Ah oui, oui, et même, je veux dire, vous travaillez, vous êtes chercheur, vous travaillez sur une protéine et vous n'arrivez pas à en parler, et où on ne vous écoute pas, où on ne vous prend pas au sérieux, ou bien vous avez un challenge de convaincre, bah, si cette protéine devient
un super-héros ou une super-héroïne, eh ben, peut-être que votre auditoire va être touché par des éléments. En plus, vous-même, vous allez trouver une façon de le présenter qui va être très ludique, très amusante pour vous, et vous allez toucher votre auditoire. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de parler, de partager? Moi, je veux bien rebondir sur ce qu'a dit Alban. En fait, je sors d'une formation sur la gestion des conflits ou des relations dégradées et sous le mode narratif, justement, et où on externalise et on fait une métaphore du problème, ce qui permet de le regarder vraiment tout à fait autrement, et c'est hyper puissant. Et ça rejoint ce que tu disais, Alban. Et donc, voilà. Et ce qui est assez fascinant chez l'adulte, c'est qu'un enfant a aucun problème à créer des récits par lui-même et à inventer des choses. Et il y a chez l'adulte, alors je dis chez l'adulte, et en même temps, moi je ne suis pas parent, donc j'ai pas encore le plaisir d'inventer des récits pour mes enfants, mais chez l'adulte, il y a cette difficulté quand même de la mise en récit, en tout cas, face à d'autres adultes. Et peut se poser la question de comment est-ce qu'on peut reprendre le pouvoir sur ces contes, sur ces récits, sur ces imaginaires pour créer de l'engagement collectif. C'est ça. Alors la question après, une fois qu'on se rend compte que on se rend compte de comment ça marche, ben, il y a deux choses à nouveau. La première, c'est la pratique et de trouver toutes sortes de situations pour vous entraîner. Ça peut même être un jeu entre amis. C'est un jeu de société très, très ludique et très fun. Et au lieu de deviner qui on joue, c'est du coup, ça devient comme un jeu de codev en quelque sorte, et un jeu utile et qui met tout de suite de bonne humeur. Et qui vient nous solliciter dans les endroits où on est le plus créatif, le plus libre, et ça amène de la bonification à ça. Et du coup, la deuxième partie, eh ben, c'est par rapport au monde dans lequel on vit et dans lequel les défis sont nombreux, eh bien, quelles histoires on a, nous, envie d'inventer pour accompagner ce changement vers des changements fertiles? Quelles histoires pour favoriser l'empathie naturelle en lieu et place des considérations habituellement ou essentiellement utilitaristes? Et quelles histoires pour soutenir un facteur humain sain, robuste et plein de vitalité? Donc moi, je pense que la réponse est individuelle et qu'elle est aussi, du coup, tout en étant individuelle, elle devient collective par la multiplication des réponses et par aussi des créations collectives. Est-ce que vous avez envie de rebondir sur ces propositions de chantier? Ingrid? Oui, merci beaucoup. Ça donne à dire qu'il y a beaucoup à faire pour se raconter à soi et aux autres de nouvelles histoires. Moi, j'ai juste un exemple que vous connaissez peut-être, mais Olivier Amand, Oui. qui travaille beaucoup sur voilà de ringardiser en fait la performance, et je trouve je vois un parallèle par rapport à ce que tu nous proposes, Nathalie, aussi, de dire en fait il a trouvé cet espace un peu de storytelling et de dire mais en fait c'est has-been la performance et allons vers de la robustesse. Et donc je trouve que c'est intéressant et ça peut être inspirant de se dire il y a peut-être des façons d'être, de faire qu'on a envie de trouver plus près de circonstances et de pouvoir trouver une manière de le raconter en disant peut-être qu'il y a d'autres façons d'être et de faire qui pourraient se raconter et être peut-être plus modernes, plus adaptées au monde qu'on a envie de voir advenir. Voilà. Oui. Mais en fait, Olivier Amand, il prend une donnée qui est une donnée objective de coopération
Et il sort un peu, voilà, Jacques Lecomte, il sort de l'Homo sapiens, Homo economicus predator, en introduisant toute cette approche et ses études sur la construction de l'empathie, même à un très jeune âge, c'est-à-dire même avant le non-verbal, donc ça va complètement à l'encontre des idées reçues. Olivier Hamon, avec la notion de coopération dans le vivant, en effet, il met aussi à mal cette notion de concurrence, qui est une des formes que prend la prédation. Et il en fait une histoire, justement. C'est vrai, tout à fait. Donc j'espère que j'espère que cet atelier vous aura inspiré, soutenu, stimulé pour inventer vous-même de nouvelles histoires dans vos secteurs d'activité, et puis de vous nourrir des histoires qui existent. Et puis, en tout cas, dans tous les secteurs de la vie, les histoires sont présentes. Elles sont à l'humanité un peu ce qu'est l'homéostasie au corps humain. Elles sont au carrefour de la santé et de la vitalité. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Nathalie. 2 mots sur les conférences à venir. En mars, 2 conférences. Une première conférence qui va s'appeler le facteur intelligence artificielle. Sommes-nous prêts à ce qui nous arrive? Donc ça va être la première conférence qui sera donnée par Mohamed, qui est vice-président partenariat de l'association et Innovation Lead chez Engie. Donc, conférence très intéressante. Et une autre conférence qui aura lieu le 25 mars sur l'agentivité et la cognition incarnée. Donc, programme chargé de conférences pour mars et puis d'autres conférences qui viendront après en avril, mai et juin. Un grand merci beaucoup, Nathalie. Merci, Nathalie. Au revoir, Joël. Au revoir à tous. Au revoir, Léa. Au revoir, Au revoir, merci. Au revoir, Claire. Beaucoup. Au revoir.